L'asthénie neurocirculatoire, l'obésité, la névrose hystérique et maintenant le trouble de stress post-traumatique sont tous des termes pour désigner une seule maladie psychologique sur un soldat. Le mot a beaucoup évolué au fil du temps, au fur et à mesure que notre compréhension de la maladie mentale s'est développée. En principe, cette maladie est un trouble qui se développe chez certaines personnes qui ont vécu un événement choquant, effrayant ou dangereux. Historiquement, les maladies mentales n'ont pas toujours été prises au sérieux ni comprises. Souvent, ces maladies étaient vues comme étant des problèmes surnaturels ou bien somatogènes, c'est-à-dire physiques. Voici une engravure de 1525 démontrant la trépanation. La trépanation consiste à creuser des trous dans le crâne. Dans le temps, c'était utilisé pour faire sortir les mauvais esprits. Ils font remonter cette solution à la période néolithique, donc environ 4000 avant Jésus-Christ. Aussi, lors de la 18e, 19e, mais aussi au tout début du 20e siècle, ils pensaient que les maladies mentales de la femme étaient dues à l'utérus qui circulait dans le corps. Ils l'appelaient l'hystérie féminine. Vers la fin du 19e siècle, suite à la reconnaissance de la psychologie comme un domaine scientifique, on ne croyait toujours pas que la guerre affectait la stabilité mentale. En effet, lors de la guerre civile américaine, le chirurgien d'Acosta a soigné plus de 400 soldats ayant des troubles cardiaques, certains n'ayant reçu aucune blessure physique. Il a refusé l'hypothèse des troubles mentaux et a décidé que leur corps souffrait simplement d'hyperactivité. Il le nomma le syndrome d'Acosta. Tous ces traitements sont importants pour démontrer que les maladies mentales n'étaient pas du tout comprises. Durant la Première Guerre mondiale, vous vous attendiez alors à ce qu'ils fassent des progrès, pas vrai? Ils l'ont fait, en quelque sorte, mais ils étaient encore loin de comprendre sa complexité. Au début du 20e siècle, particulièrement au début de la Première Guerre mondiale, ils ont commencé à se détourner de ces causes surnaturelles de troubles mentaux. Ils ont remarqué que certains soldats semblaient être dans un état mental étrange. Obésité, cela était l'un des termes utilisés pour désigner le désordre mental qu'avaient les soldats durant la Première Guerre mondiale. Mais pourquoi? Le terme obésité, ou en anglais shell shock, comporte le mot obus ou shell, ce qui crée un lien supposé de la maladie avec les effets des explosions d'obus d'artillerie. Cela nous montre beaucoup sur leur compréhension de la maladie. Ils pensaient que les effets du combat, comme les explosions, affectaient directement le cerveau du soldat. Ce n'est pas le cas, et ils ne commenceront qu'à comprendre cela que lorsque des soldats qui n'ont jamais été proches des explosions commenceront à montrer des symptômes. Pour ces raisons, le syndrome de stress post-traumatique et ses effets ne seraient pas pleinement compris ou traités efficacement pendant la guerre. Mais quelles étaient les causes et conséquences de l'obésité? De nombreux des soldats qui se combattaient ont été exposés à énormément de stress, de scènes violentes, de peur et d'horreur des tranchées. Parfois, ça peut devenir insupportable et déclencher ce problème mental. Les symptômes incluent la fatigue, le trémor, la confusion, des cauchemars, l'insomnie, parmi d'autres. Ici, nous pouvons voir un homme avec certains de ces symptômes. Les médecins voyaient ces symptômes comme un signe de faiblesse, de pleurniche ou d'action pleureuse du soldat. Selon eux, c'était de la lâcheté de quitter la guerre, et aucun homme ne devrait réagir d'une manière aussi infantile. C'était ça la perception de ce groupe à l'époque. Selon la musique canadienne de la guerre, les médecins diagnostiquent des traumatismes dus au bombardement chez près de 10 000 Canadiens pendant la guerre. Durant la Première Guerre mondiale, l'obésité a été principalement traité de façon disciplinaire. D'abord, l'isolement cellulaire consistait à faire isoler les victimes dans une cellule fermée, sans contact extérieur ou avec d'autres humains. Toutefois, maintenant, nous savons que les gens qui ont expérimenté le confinement solitaire sont plus susceptibles de développer de l'anxiété, de la dépression, etc. Bref, ça peut l'empirer. Il y avait aussi le traitement par choc électrique. Comme le nom l'indique, pour ce traitement, il envoie un courant électrique à diverses parties du corps. Par exemple, ils peuvent envoyer un courant électrique à la colonne vertébrale de la personne qui ne peut plus marcher. Dans cette deuxième image, nous voyons des infirmières utiliser de l'équipement expérimental également. Il faisait aussi de la privation émotionnelle. Si le soldat aimait écrire ou lire avant la guerre, il ne pouvait pas aller à la bibliothèque. S'il aimait la compagnie d'un des soignants, il ne pouvait plus avoir leur aide. Il était censé leur apprendre durement comment se comporter avec eux-mêmes. Mais encore une fois, cela ne fait que compliquer les choses. Il y avait également de la honte et de la rééducation physique comme traitement.
Certains Canadiens étaient envoyés en Angleterre pour le traitement. Arthur Hurst, un physicien britannique, avait ses propres mesures qui semblaient fonctionner. En effet, la majorité des vidéos avant et après que vous voyez étaient prises par lui, comme celle-ci. Cependant, selon la Bibliothèque nationale de médecine, il était également un clinicien ambitieux qui a exagéré l'efficacité de ses traitements et n'a pas pris en compte les facteurs psychologiques. En fait, aucune étude de suivi n'a jamais été effectuée. Ces techniques se regroupent dans une catégorie analytique. Une de ces solutions était l'hypnose. Toutefois, cette solution n'était que temporaire. Quand le soldat se réveille, ses symptômes reviennent. Il y a aussi des traitements cathartiques, où ils parlent et reviennent sur ce qui s'est passé. Puis, il y a des traitements d'ergothérapie. C'est un traitement de rééducation et de réadaptation. Par exemple, il leur a donné de petits emplois, comme la création de paniers et travailler sur une ferme. Ils pensaient que ces simples tâches répétitives les détourneraient de leurs symptômes non compris. Ces films et ces traitements ont été amenés au Canada, l'une des colonies de la Grande-Bretagne, pour essayer de prouver son efficacité. En effet, les forces médicales britanniques et canadiennes avaient souvent des traitements similaires partagés entre elles. Toutefois, puisque la maladie n'était pas encore bien comprise, beaucoup de recherches étaient nécessaires. Par exemple, certains soldats avec l'obusite ne réagissent pas aux mots sauf pour le mot « bombe ». Cette photographie illustre la réponse du soldat. Nous voyons que l'homme se cache sous son lit effrayé. Un autre homme connu pour son travail dans le traitement de l'obusite durant la Première Guerre mondiale se nomme Sigmund Freud. Il est le père fondateur de la psychanalyse. La psychanalyse est un système de thérapie psychologique qui vise à traiter les conditions mentales en prenant en considération les éléments de la conscience. Ces traitements consistaient en une thérapie par la parole approfondie pour essayer de toucher l'inconscient. Maintenant, parlons de cas spécifiques. Ici, nous pouvons voir une lettre datant de 1916. Le médecin de cette lettre parle d'un soldat nommé Milner. Dans la lettre, il est mentionné qu'un obus hautement explosif le projeta contre la rue de l'Obusier. Plusieurs symptômes d'obusite ont été mentionnés. Après l'explosion, il découvre qu'il ne pouvait pas parler. Il développe la maladie du tremblement essentiel, le trémor. Lorsque le tremblement est pire, il a du mal à uriner, il a du mal à lire simplement à cause de son manque de confiance. Les mouvements de sa tête ont aussi été aggravés. Lors de ce temps, il croyait que l'aspect physique de l'explosion en elle-même avait affecté son cerveau, alors qu'en réalité, c'était le choc mental et la peur qui avaient été déclenchés par l'explosion. Maintenant, analysons l'histoire d'un soldat canadien nommé Fane McDowell, connu pour ses actions lors de la bataille de Vimy en France. C'est l'une des premières batailles dirigées et combattues par des Canadiens. On leur a demandé d'attaquer les Allemands au sommet d'une crête. Ils ont réussi. Ici, McDowell écrit son histoire. Faisant partie du 38e bataillon, avec 2 autres soldats, il a atteint l'armée allemande avant le reste de sa compagnie. Ils étaient largement en infériorité numérique et cela semblait presque sans espoir. Il a réussi à détruire quelques nids de mitrailleuses, puis, face à un groupe de soldats allemands, il leur fait croire qu'il fait partie d'une force beaucoup plus puissante en criant « Jetez les bombes ». 75 soldats allemands et 2 officiers se sont abandonnés grâce à son ruse. En 1917, suite à cet événement, les gens ont commencé à remarquer qu'il souffrait d'épuisement nerveux ou en d'autres mots, de la fatigue mentale et physique extrême causée par un stress émotionnel. Ses symptômes étaient les suivants. Il ne dormait qu'environ 3 heures par nuit, ses mains tremblaient et il avait de fréquents étourdissements, des palpitations cardiaques et beaucoup d'autres. Il était envoyé dans un hôpital de campagne pour se remettre de la fièvre des tranchées. Par la suite, à Londres, il a été diagnostiqué neurasthénie, ce qui est une tristesse extrême. Pendant son séjour à Londres, le roi George V l'a honoré pour ses actions et son visage a été peint alors qu'il se remettait de l'obusite. Nous pouvons voir sa souffrance en regardant cette image. Finalement, voici une caricature réalisée par George Randstad. C'est un soldat de la Première Guerre mondiale qui a servi dans le corps de soldats de l'armée. Il était l'un des nombreux soldats qui ont commencé à dessiner comme passe-temps. Il représente la gravité de la condition et le traumatisme vécu par le soldat. Il a peur même de la plus petite des choses, comme, dans cette caricature, un œuf brisé. Dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des avancements significatifs au sujet de la compréhension de l'obusite. On a commencé à reconnaître cette maladie comme un problème mental nécessitant un traitement. En effet, son nom changea de l'obusite à la fatigue de combat ou l'effondrement psychiatrique.
Au Canada, la première division d'infanterie canadienne comprend désormais un psychiatre. L'Institut Hôpital Neurologique de Montréal a même établi l'hôpital neurologique numéro 1 à Basingstoke, Hampshire, un hôpital spécialisé dans le traitement des troubles mentaux chez les soldats. Malheureusement, la mentalité des forces militaires a fait en sorte que cette maladie mentale n'était pas acceptée dans la société. Dû à la crise de recrutement, plusieurs officiers supérieurs renforçaient le biais contre les soldats avec des troubles mentaux. Il était encore sous l'impression que ceux-ci avaient un manque de force morale. En effet, plusieurs divisions de l'armée canadienne refusaient d'incorporer des services psychologiques. Les symptômes des soldats qui souffraient de l'obésité lors de la Première Guerre mondiale étaient très similaires aux symptômes de l'épuisement au combat. Par contre, le gouvernement canadien essayait de trouver différentes tactiques et traitements pour augmenter l'efficacité des troupes. On a commencé par établir une nouvelle définition. Entre autres, ils ont déduit que le stress de la guerre affectait la capacité mentale des soldats. Par contre, le point le plus important de cette définition est les conditions qui affectaient l'intensité de la maladie, soit leur contexte social, psychologique, leur niveau de formation et les aspects environnementaux, dont la fatigue et la faim. L'armée se fiait sur ces points pour soigner leurs soldats. Au Canada, ce traitement commençait dès le recrutement. On pensait qu'un niveau d'intelligence plus bas entraînait une plus grande chance de succomber à la fatigue de combat. Les forces de l'armée canadienne ont alors embauché des psychologues pour analyser les soldats en évaluant leur intelligence afin d'identifier des conscrits vulnérables. On a établi cette idéologie que les troubles mentaux étaient des maladies chroniques et qu'ils devaient être identifiés avant que les soldats soient envoyés au front. Suite au déploiement des soldats, il y avait très peu d'aide concrète. En effet, dans plusieurs secteurs de l'armée, tout cas de maladie mentale était simplement identifié sous le diagnostic de fatigue. Le seul traitement offert, du repos. La seule division faite entre les patients était celle entre le premier type, les vétérans novices, et le deuxième type, les vétérans expérimentés. La différence n'est pas démontrée par le traitement, mais plutôt la cause de la fatigue. Les vétérans novices manquaient d'entraînement physique, mental et émotionnel et montraient des symptômes seulement 5 jours après leur entrée au combat. De leur côté, la capacité mentale des vétérans expérimentés a seulement commencé à se détériorer après 4 mois de combat intense. Il n'est pas surprenant que les autorités voulaient s'assurer qu'il y ait toujours le maximum de soldats dans leurs troupes. Au lieu de donner des traitements aux soldats, les officiers supérieurs préféraient imposer des mesures disciplinaires plus sévères afin d'empêcher l'effondrement mental. Cette mentalité s'est même transférée dans le domaine médical. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée canadienne insistait que les soldats soient rapidement soignés près des champs de bataille. Le traitement était très simple et le personnel médical s'attendait que les soldats retournaient au combat. En effet, ce diagramme, conçu par un docteur lors de la guerre, prouve le manque d'efficacité des traitements. Dans ce graphique, un soldat est représenté par un carré orange. Chaque colonne représente le nombre de jours qu'un soldat a pris pour être réadmis pour l'épuisement dû au combat après avoir repris ses fonctions suite à un traitement. Nous pouvons voir que beaucoup plus de soldats ont dû être réadmis à l'hôpital après seulement 1 jour de retour au combat. De nos jours, ceci semble être un échec dans le traitement. Par contre, dans la note sur le graphique, le docteur déclare que même si les soldats sont retournés au combat pour seulement quelques jours, le traitement fut un succès. Le soldat a été capable de remplacer un poste vacant dans l'armée, aidant à combattre l'ennemi. Il mentionne même un soldat qui a été réadmis au combat après 4 traitements pour la fatigue de combat. Par contre, dans cet extrait d'un document publié par le même docteur, on retrouve un point de vue plus sympathique. Les docteurs et généraux sont venus à un consensus qu'un soldat ne devrait pas retourner au combat plus de deux fois après avoir été évacué pour la fatigue de combat, contradisant la source précédente. Cependant, ils gardent toujours la même mentalité.
Il faut aider à vaincre l'ennemi le plus efficacement possible. Les soldats sont alors envoyés dans l'armée, mais pour travailler comme mécaniciens cuisiniers. Afin d'aider avec leur récupération, les soldats doivent toujours rester occupés. Les docteurs déclarent que certains sont même capables de retourner au combat après avoir passé du temps dans ces recrutements. En analysant diverses sources, j'ai remarqué que les idées mises sur papier et les idées mises en pratique ne se correspondaient pas toujours. Il semble avoir énormément de contradictions. Par exemple, ils disent que la cause de la fatigue du combat est le stress de la guerre, mais déclarent que l'intelligence d'un soldat affecte ses chances d'avoir la maladie. De plus, les docteurs disent qu'un soldat ne devrait pas renvoyer au front plus de 2 fois, mais écrivent des preuves que cette règle n'est pas respectée. En observant la perspective des généraux et docteurs lors de la Deuxième Guerre mondiale, il devient évident qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour garder le plus de soldats actifs dans l'armée. N'ayant pas assez de connaissances au sujet de la maladie, leur objectif était de fournir assez d'hommes pour vaincre l'ennemi. Malgré leur manque de connaissances, la fatigue du combat est une maladie qui affectait tous les soldats, qu'importe leur nationalité, idéologie ou poste dans l'armée. Même si on essayait de cacher cette réalité de la société, on a été capable de capturer les effets qu'elle a eus sur les soldats. Par exemple, ces photographies montrent un vétéran soviétique le jour où il est allé au front en 1941 et le jour où il est revenu en 1945. Maintenant retrouvé au musée d'Andrei Pozdiev, il est écrit « C'est le visage humain après 4 ans de guerre. La première image vous regarde, la seconde regarde à travers de vous. » Thomas Lee, un artiste témoin américain de la Deuxième Guerre mondiale, a publié cette peinture, intitulée The 2000 Yard Stare. Elle démontre un soldat qui a quitté les États-Unis il y a 31 mois. Lors de sa première campagne militaire, 2 tiers des soldats ont été tués ou blessés. Par contre, puisqu'il était toujours physiquement stable, il devait continuer son combat. L'artiste finit sa légende en se demandant combien un humain peut-il endurer. À la fin de la guerre, malgré les méthodes de sélection, les entraînements rigoureux et les traitements rapides ordonnés par les autorités, la fatigue de combat représentait 1/4 des blessures des soldats alliés. Grâce à la guerre froide, les troubles mentaux chez les soldats sont finalement reconnus comme une maladie officielle. Par contre, ceci n'est pas arrivé instantanément. En effet, la guerre du Vietnam a vu le pire nombre de soldats blessés mentalement. Vers la fin de cette guerre, 60% des évacuations étaient reliées aux troubles psychologiques. Avec peu de support médical, les soldats se tournaient énormément vers l'alcool et les drogues. Ceci a provoqué un changement dans la communauté des vétérans. Ils ont commencé à manifester à New York en 1967, voulant changer la mentalité sur le syndrome post-Vietnam. Au lieu d'être perçu comme une faiblesse, les vétérans voulaient faire comprendre que ce syndrome était une réaction normale à une expérience horrifiante. La guerre du Vietnam fut aussi la première guerre diffusée aux États-Unis, montrant à la population les autres atrocités de la guerre. Il y a eu une augmentation de la sensibilisation des troubles mentaux chez les vétérans et, pour la première fois, le public était sympathique à la cause des vétérans. Tout ceci a aidé à rendre le TSPT, le trouble de stress post-traumatique, un syndrome officiellement reconnu en 1980. Pour conclure, ce groupe de personnes et les événements qui leur sont reliés sont importants pour l'histoire canadienne car ça nous permet d'apprendre plus au sujet de la santé mentale et mieux comprendre la sévérité des conditions de cette maladie dans l'histoire et de nos jours. Que faut-il retenir de cet événement? Apprendre plus au sujet des traitements dans les années et de son évolution au fil du temps nous permet de prévenir des traitements aussi ridicules pour des problèmes plutôt mentaux que de l'isolement. C'est important de retenir pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Nous pouvons remarquer que chaque guerre, malgré leurs sérieuses répercussions, a approfondi nos connaissances sur le TSPT. Aujourd'hui, grâce à toutes les différentes mentalités, médecines, victimes à travers le monde,
Nous avons beaucoup plus de connaissances, de compréhension et de sensibilisation à ce sujet. Clairement, nous n'avons pas bien géré cet événement au début du 20e siècle. Toutefois, nous voyons une progression. Différentes positions morales et éthiques d'aujourd'hui sont abordées en discutant du TSPT. Il existait beaucoup de stigmatisation contre ce groupe de personnes. Certaines personnes pensent que les gens avec du TSPT de nos jours sont encore faibles quand ça vient aux émotions et trop sensibles. D'autres pensent qu'ils sont dangereux et fous. D'autres pensent qu'ils sont en train d'exagérer ou abuser de leur TSPT. Peu importe, il est évident que les soldats touchés par le TSPT ont été raisonnablement traumatisés. Il est évident que cette maladie a énormément évolué dans les derniers siècles. Bien que la mentalité sur la cause de cette maladie ait beaucoup changé, certains traitements, dont l'électrochoc et l'hypnose, sont encore utilisés aujourd'hui. De plus, comme l'a mentionné Juliana, la mentalité de la société n'a pas complètement changé depuis la Première Guerre mondiale. Le TSPT est encore une réalité vécue par les soldats de nos jours. Même avec le conflit en Ukraine, il est estimé que 20% des troupes pourraient développer ce syndrome. Malheureusement, même après un siècle, les vétérans de la guerre ayant des troubles mentaux sont encore marginalisés dans la société.